Louis. Pendant les fêtes de fin d'année, Louis Média vous propose d'écouter ou de réécouter d'anciens épisodes d'émotions. Aujourd'hui, on a choisi un épisode sur le fait de ne pas ressentir d'émotions. Il a été diffusé le 25 novembre 2019 et a été réalisé par Paloma Soria Brown. Bonne écoute. Ça fait peut-être déjà quelques temps que vous écoutez assidûment tous les épisodes de notre podcast. On y a parlé du trac, de la frustration, du syndrome de l'imposteur. On a évoqué des dizaines d'émotions différentes. Mais est-ce que vous avez déjà pensé à l'absence d'émotions ? Est-ce que ça vous est déjà arrivé de ne rien ressentir du tout ? Ou de vous retrouver face à quelqu'un qui, dans une situation joyeuse par exemple, n'arrivait plus à être heureux, à rire ou à éprouver du plaisir ? Dans cet épisode, Paloma Soria Brown, journaliste fascinée par cette question de l'absence d'émotion, va nous aider à en savoir un peu plus sur ce qui peut amener parfois à ne rien ressentir. Je m'appelle Cyrielle Bedu. Bienvenue dans Émotion. Il faut que je vous avoue quelque chose à propos de moi. Même si je suis une personne très sensible, même si je peux être bouleversée par des personnes, des situations, des œuvres d'art ou même des paysages, depuis petite, mon entourage me décrit comme quelqu'un de très intellectuel. Et ce n'est pas toujours un compliment. Pour me taquiner, on me dit même que je réfléchis tellement que je me torture l'esprit. Si bien que je pense tout le temps à ce que je ressens et à là où vont mes émotions. Et c'est comme ça qu'un jour, je me suis demandé, est-ce qu'elles peuvent vraiment ne pas exister, ces émotions ? Est-ce qu'on peut ne pas ressentir ? Ça ne m'est pas directement arrivé. Du coup, j'ai creusé pour en savoir plus et j'ai découvert que l'on pouvait effectivement souffrir de certains troubles des émotions qui les rendent confuses, qui les atténuent, voire les réduisent au silence. Ces troubles s'expriment plus ou moins intensément selon le contexte. Il se trouve que c'est une position dans laquelle s'est trouvée Mylène. Je l'ai connue dans le cadre d'une formation en journalisme. Et alors que je commençais à travailler sur ce sujet, elle m'a raconté une expérience qu'elle a vécue, justement liée à l'absence d'émotion. Mylène a 35 ans, elle a grandi en banlieue parisienne, elle est journaliste. C'est une personne drôle et solaire qui s'interrompt souvent pour éclater de rire. Elle déborde d'émotions. Mais pendant environ 1 an, aux alentours de l'année 2011, juste après avoir quitté Saint-Tropez où elle était partie vivre avec son ancien compagnon, elle a été coupée de ses émotions. Là, il y a 8 ans, quand j'arrive à Paris, quelque part, je me transforme très vite en stéréotype de la parisienne. Donc je me dis, il faut que je m'habille de telle manière, il faut que je parle de telle manière, il faut que je sorte dans tel lieu, il faut que j'ai un travail. Finalement, je me métamorphose dans un autre personnage. Et par contre, quand j'arrive le soir chez moi, je me regarde dans la glace. J'ai un excellent souvenir de ça. Je me regarde dans la glace, je ne me reconnais pas. J'étais en train de me brosser les cheveux, il y avait des nœuds et en fait, je sentais pas la douleur, quoi. Je sentais pas la douleur et j'ai commencé à y aller plus fort et je me disais putain mais je sens rien. Je me regarde dans la glace et je me reconnais. Je me dissocie de mon image. Je regarde mes mains, mais même il y avait une sensation physique de manque de toucher. Enfin tu vois, c'était vraiment violent. Il y a eu une déconnexion. Je sentais que même mes 5 sens avaient été anesthésiés. Même un truc très bête comme effleurer, je sais pas, quelque chose en velours. Avant, ça m'aurait procuré du plaisir. Bon, un plaisir intense, tu vois, tu caresses juste du velours, mais il y a un truc un peu agréable, un peu doux. Là, ça me faisait plus rien. Il y a eu une déconnexion qui a été faite entre mon corps et mon esprit, qui, je pense, se réconcilie dans les émotions. En fait, c'est ça une émotion. C'est finalement ce que ressent ton corps et ce qu'il dit à ton cerveau et comment ton cerveau l'interprète. Ça a disjoncté. J'ai disjoncté. Ce que Mylène décrit, ce sont les symptômes d'un déficit d'émotion qui s'appelle l'anédonie. En grec, le mot « hédoné » signifie « plaisir ». L'anédonie, c'est donc une incapacité à ressentir du plaisir, de la joie, des émotions positives dans les moments agréables. Cette incapacité peut durer quelques semaines, quelques mois ou même plus. Il s'agit d'une pathologie complexe. Elle a été conceptualisée il y a
un peu plus d'un siècle, en 1896, par un psychologue français nommé Théodule Ribot. Mais la recherche en neurologie, en psychiatrie et en psychologie continue d'en découvrir certains mécanismes. On sait qu'il existe une anédonie physique, c'est-à-dire la perte de plaisir sensoriel. C'est ce que vit Mylène quand elle explique que le toucher agréable du velours n'a plus d'effet sur elle. Et puis, il y a une autre forme de ce phénomène, l'anédonie sociale. Les personnes qui en souffrent ne ressentent plus de plaisir dans leurs relations aux autres, que ce soit les relations familiales, amicales ou amoureuses. Pour en savoir plus, je suis allée voir le docteur Patrick Landman, qui est psychiatre. Il est aussi psychanalyste et son cabinet parisien ressemble exactement à ceux des films. Des fauteuils en velours moelleux, un canapé, évidemment, et des montagnes de livres. Il a écrit plusieurs ouvrages sur le mécanisme du refoulement. Il y a des états, moi je vous parle d'un point de vue médical, bien sûr, il y a des états, d'un point de vue psychiatrique, qui sont des états d'anédonie, c'est-à-dire où les gens ne ressentent plus le plaisir, et c'est souvent des états qui sont qualifiés de dépressifs, même s'ils ne sont pas toujours diagnostiqués ou médicalisés. Il y a des degrés. Il y a des gens qui sont indifférents à des choses auxquelles on doit être indifférent, où ils étaient trop préoccupés ou trop concernés. Mais il y a parfois des états où effectivement là on tombe dans quelque chose qui est un excès d'indifférence, c'est-à-dire que plus rien ne les touche, plus rien ne les concerne. Quand on parle d'anédonie, c'est vraiment un état quasiment pathologique. Dans cet état, décrit par le docteur Landman, on ne ressent plus le plaisir, mais on ne ressent plus le déplaisir non plus. C'est ainsi que l'anédonie peut aussi s'exprimer dans les moments désagréables de la vie. Et c'est là qu'il faut faire une autre distinction. Parfois, l'anédonie peut être le résultat d'une mauvaise expérience liée à la drogue, parce que le fait de se droguer peut provoquer une sorte de court-circuit des émotions. Mais parfois, l'anédonie peut aussi survenir après un événement traumatique. Et là, la personne qui en souffre ne peut plus ressentir sa propre tristesse. Accéder à ses émotions après avoir vécu un traumatisme devient alors difficile. Cela peut arriver, par exemple, après une séparation. C'est justement ce qu'il s'est passé pour Mylène il y a 10 ans, alors qu'elle est en couple avec celui qu'elle pense être l'homme de sa vie. Mais un jour, leur relation est chamboulée. En fait, ça faisait quelques années qu'on était ensemble et en fait, je suis tombée enceinte. Et il se trouve que c'était pas le moment, donc j'ai avorté. Et en fait, si tu veux, il a pas du tout compris, après le choc que ça avait été, la douleur que ça avait été. Et en fait, moi, j'aurais aimé qu'il soit archi présent à l'époque. Et il l'a pas du tout été, il l'a pas du tout compris. Et en fait, au fur et à mesure, j'ai commencé, je pense, à développer beaucoup de rancœur et je suis devenue vraiment très aigrie contre lui, alors qu'on s'aimait en fait. Du coup, la relation a tenu encore un an et demi après, mais on est quand même partis ensemble en Australie. Mais je crois qu'en fait, rien ne rattrapait le fait de pas avoir été là, en fait, tu vois. Il y aurait pu avoir tous les cadeaux du monde, ce qui a pourtant été le cas, tu vois. Il était quand même généreux, c'était pas ça le souci. Enfin, et en tout cas, ça me suffisait pas. Et je crois que rien de ce qu'il n'aurait pu me donner matériellement, de toute façon, aurait excusé le manque de soutien émotionnel que j'avais vécu à ce moment-là. Pour Mylène, l'anédonie était liée à ça, à cette rupture avec l'homme qu'elle aimait. C'est donc là-dessus, sur la rupture, qu'elle a mis l'accent quand je l'ai interviewée la première fois. Et puis, en réécoutant l'interview, je me suis dit, ce n'est pas la rupture le problème, ça ne colle pas, il y a autre chose. Je sentais quelque chose d'un peu décalé dans son discours. Je l'ai rappelée, elle m'a dit pareil, qu'elle s'était rendue compte, elle aussi, qu'il manquait un élément essentiel à son récit. Je suis donc retournée la voir, sur son lieu de travail cette fois, pour qu'elle m'en dise plus et comprendre ce qui l'a vraiment coupé de ses émotions. Un traumatisme antérieur à la rupture. Je me suis fait poser un implant contraceptif et en fait, je suis tombée enceinte sous cet implant.
Donc, ce qui veut dire que... alors, j'ai longtemps cru que j'avais fait un déni de grossesse, mais alors, c'était pas du tout le cas. C'est juste je suis tombée enceinte et en fait, tous les effets secondaires, donc de fatigue, de pas être bien, d'être à l'ouest, si tu veux, de pas très bien comprendre ce qui se passe dans mon corps, je l'ai attribué aux effets secondaires, du coup, de l'implant. Et donc, j'ai mis beaucoup de temps à me rendre compte que j'étais enceinte, jusqu'à un moment donné où physiquement, je me suis dit, c'est pas possible, il y a quelque chose qui se passe. Je vivais dans un petit appartement à Asnières, et là, je me regarde dans la glace, et j'avais une chemise. Et en fait, je me suis rendu compte après que c'était une chemise de grossesse. Mais elle était hyper jolie, tu vois, elle était kaki en soie, avec des détails dessus. Et c'est con, mais elle a presque contribué à cacher, en fait, mon ventre naissant sans même que je m'en aperçoive, tu vois. Et c'est assez incroyable. C'est juste que là, ce jour-là, je me vois de profil et je me dis, non, mais attends, ça va pas, là, il y a un truc qui cloche. Je me dis, c'est quand même bizarre, il y a un truc... Alors, je me suis dit, mais c'est pas possible, je suis enceinte. Mais c'était pas très concret dans ma tête, si tu veux. Je me dis, non, mais il doit y avoir autre chose. J'ai dû choper une maladie, un truc, il y a quelque chose qui va pas. Et je me souviens, à ce moment-là, je pleure. Et je me dis, non, mais c'est pas possible, je m'en serais rendu compte. En fait, je m'en suis rendu compte chez la gynéco et là, ça a été archi choquant. C'était un moment archi choquant. Elle me dit, non, vous êtes enceinte et vous êtes enceinte de plusieurs mois, quoi. Mylène hésite à interrompre la grossesse. Mais son compagnon, lui, est plus catégorique. Il tient à ce qu'elle avorte. Comme elle a dépassé la limite légale de 3 mois pour avorter en France, ils font ensemble l'aller-retour à Utrecht, en Hollande, en une journée. Puis, ils rentrent. Le lendemain, Mylène est triste et fatiguée, et elle sent qu'elle a besoin du soutien de son compagnon. Mais il s'absente. Alors, il part, moi je l'appelle, tu vois, qu'il aille déjeuner chez sa mère, bon, à la limite, tu vois, je me suis dit, ça va durer 1 heure ou 2, mais non, mais ça a duré tout l'après-midi. Et moi, je l'ai appelé, à un moment donné, tu vois, je me sentais mal, je l'ai appelé, et tu vois, il me dit, ouais, non, mais c'est bon, j'arrive et tout, mais enfin, non, mais il a rien compris, mais rien du tout. Et quand il est arrivé, je lui ai hurlé dessus, quoi, mais il a pas compris. Moi, j'avais besoin qu'il me serre dans ses bras, tu vois, j'avais besoin de vraiment ça, et tu sais quoi, c'est marrant, parce que ce besoin qu'on me serre fort, il m'est resté et il a jamais été apaisé. C'est-à-dire ce manque-là, à ce moment-là, tu vois, même encore aujourd'hui, je porte cette marque-là. Je le sens. Ça, c'est resté. Donc en fait, ce n'est pas seulement le fait d'avoir rompu avec son compagnon et d'avoir quitté Saint-Tropez pour Paris qui était le problème. C'est la défaillance de son implant contraceptif et tout ce que ça a entraîné. La découverte de sa grossesse, l'avortement en urgence, la crise dans son couple et finalement la rupture. Ce sont ces 2 deuils-là, celui de sa grossesse et celui de son couple, qui ont complètement bouleversé son rapport à ses émotions et ont entraîné son anédonie. Le deuil est un traumatisme particulièrement important dans ce phénomène, comme nous l'explique Patrick Landban. Il y a aussi un état, je dirais, qui fait partie de la condition humaine en général, qui n'est pas pathologique, qui peut le devenir, qui est le deuil. Le deuil, j'entends quand on a perdu une personne chère, une personne proche de son entourage. Et alors là, c'est paradoxal, c'est-à-dire qu'on ne ressent plus les plaisirs de la vie en général, mais on ressent un affect très, très important qui est la tristesse morale, le sentiment effectivement d'une perte. C'est pas nécessairement un deuil métaphorique, mais ça peut être un deuil dans un projet ou dans un imaginaire. Quelqu'un qui rate un concours ou quelqu'un qui réussit pas dans la vie à obtenir ce à quoi il aspirait depuis longtemps. Il y a des gens qui vous expliquent sur le moment, après une séparation, j'ai rien ressenti. Et puis après, quelque temps, dans l'après-coup, comme on dit, j'ai été extrêmement atteint, où je me suis pas rendu compte, j'ai pas fait le lien avec ce qui s'était passé, je pensais avoir surmonté. Ou alors, on a par exemple des enfants qui m'expliquent, ou qui me font comprendre que sur le moment de la séparation de leurs parents, ils ont rien ressenti, le divorce de leurs parents, et dans l'après-coup, ils ont des manifestations. Alors, ils ont probablement, se sont auto-anesthésiés pour ne pas ressentir. Du coup, ils ont une sorte je dirais, d'indifférence, voilà. D'indifférence. Ils traversent un champ de bataille sans avoir du tout d'émotion, ce qui est évidemment pas normal, alors qu'avant, il l'était trop.
Cet événement traumatique, c'est le champ de bataille de Mylène. Et elle l'a traversé pendant 1 an en restant stoïque. Non seulement elle ne pleurait pas, mais la douleur et le plaisir lui semblaient très lointains. C'est ce qui s'est notamment produit quand elle explique avoir eu l'impression que ses sens, et surtout son toucher, étaient absents. Mais cette impression est trompeuse. Ce n'est pas parce qu'on croit ne rien ressentir pendant un certain temps que nos émotions ont disparu. En réalité, dans l'anédonie, il s'opère un double mécanisme de déni. D'abord, celui de la dimension traumatique de l'événement lui-même. Dans le cas de Mylène, c'est le déni du caractère traumatique de la grossesse et de l'avortement en urgence et du manque de soutien de son compagnon. Ensuite, le déni des émotions associées à cet événement. Quand par exemple, Mylène ne voulait pas s'avouer qu'elle souffrait pour ne pas avoir à repenser aux suites de son avortement. Le docteur Christine Barrois est psychiatre. Elle pratique la thérapie cognitivo-comportementale. Et selon elle, cette nuance entre le déni des émotions et leur véritable absence est fondamentale. Je crains que ce soit pas possible de ne rien ressentir. Je pense que les émotions, on apprend peut-être à soit les supprimer, soit les masquer, soit ne pas les montrer. Mais ne pas ressentir d'émotions, je ne pense pas que ça puisse exister. Ne serait-ce que parce que dans l'évolution phylogénétique, il y a 3 émotions négatives qui nous ont servi dans la survie. L'évolution phylogénétique est une notion qui vient de la biologie et qui remonte aux découvertes de Charles Darwin à la fin du XIXe siècle. En phylogénétique, on étudie la généalogie et les modifications génétiques des organismes vivants au cours de l'évolution, et donc les liens de parenté entre les espèces. Le docteur Christine Barrois se sert de cette notion pour expliquer qu'au fil de l'évolution, nous avons toujours ressenti et que les émotions nous ont aidés à survivre. Il y a la peur qui sert à nous dire « sors de là, tu es en danger ». La colère qui sert à nous dire « celui qui est en face de toi ne te respecte pas ». Et la tristesse qui sert à nous dire « tu viens de perdre quelque chose ou tu vas perdre quelque chose ». Donc j'ai des doutes sur le fait qu'on ne puisse pas ressentir. Je pense qu'on peut les masquer, mais certainement pas ne pas les ressentir. Donc qu'est-ce qui se passe quand quelqu'un dit ne rien ressentir ou ressentir une sorte de vide? Qu'est-ce qui se produit réellement en lui ou en elle? Je pense que c'est un déni. Alors le déni, c'est une description un vocabulaire qui est emprunté à la psychanalyse, qui dit que finalement, pour ne pas voir la réalité, on essaye d'en voir une autre. En thérapie cognitive et comportementale, on dit plutôt que c'est un évitement, c'est-à-dire qu'on évite d'adresser la chose directement en contournant. Alors est-ce que c'est l'un ou l'autre? Je suis plus à l'aise avec l'idée de l'évitement, c'est-à-dire je fais pas face et je trouve des mécanismes compensateurs pour pas être en face de ce qui me gêne et qui est devant moi. Ce mécanisme d'évitement, c'est par exemple ce qui s'est produit quand Mylène m'a uniquement raconté sa rupture la première fois que je l'ai interviewée, au lieu de me parler de la souffrance profonde qui avait été causée par les suites de son avortement. L'évitement, c'est aussi quand, après coup, arrivée à Paris, elle a décidé de se concentrer sur sa vie sociale et sa carrière. Certains chercheurs en psychologie clinique, comme Edna Foa, une professeure israélienne renommée, ont émis l'hypothèse suivante. Après un traumatisme, certaines personnes développent un trouble appelé le syndrome post-traumatique, qui provoque une altération de la régulation des émotions. En temps normal, cette régulation permet de moduler ces émotions de façon adaptée selon la situation. Dans le cadre du syndrome post-traumatique, les souvenirs et les émotions liées au traumatisme sont plus difficiles à réguler. C'est pour ça que l'évitement se met en place. C'est une sorte de stratégie de survie. Même si Mylène ne connaissait pas à l'époque le terme d'anédonie, elle se rendait bien compte que ses émotions étaient dérégulées, qu'elle ne ressentait plus ses émotions comme avant. J'avais eu quand même 26 années tellement heureuses que j'arrivais à comprendre que... Et puis j'avais ressenti des choses avant ça. J'avais été, tu vois, dans l'exaltation. Je suis hypersensible, j'ai des sens archi affûtés, j'ai beaucoup voyagé, j'ai rencontré plein de types de personnes. Je savais que la vie, c'était beau. Donc en fait, quand j'ai traversé cette période, je me dis, je pense qu'à un moment donné, il y a eu une erreur de scénario parce que là, ça va pas du tout. Là, ça va pas du tout. Ça ressemble pas du tout à ce que la vie doit être. Mylène a l'impression qu'il y a comme une erreur. C'est la limite du mécanisme d'évitement. Même si elle nie sa souffrance et que du coup, elle ne ressent pas, il reste quand même quelque chose à l'intérieur d'elle.
le docteur Landman nous décrit ce que c'est, et pour cela il fait une distinction importante, celle entre l'affect et l'émotion. L'affect principal, c'est l'angoisse, c'est-à-dire c'est quelque chose qu'on ressent. L'émotion, c'est aussi quelque chose qu'on ressent, mais c'est quelque chose qui nous bouge. On est affecté, mais en même temps, on est bougé. Dans l'émotion, il y a le mot motion, enfin, qui est en anglais motion, qui est effectivement le mouvement. Alors que angoisse, par exemple, dans l'affect, c'est plus général, quoi, l'affect. Mais par exemple, l'état amoureux, c'est un affect. La haine aussi, c'est un affect. Ça s'accompagne d'émotions, mais c'est pas la même chose. C'est-à-dire que c'est plus global, l'affect. Si vous voulez, l'émotion, c'est pas lié, c'est plutôt relié à l'idée d'un mouvement. Donc c'est pour ça qu'on peut être coupé de ses émotions, mais quand même ressentir un affect comme l'angoisse. Exactement. On est bloqué du côté de l'émotion, on bouge plus. Alors ce qui devrait nous bouger ne bouge plus, devrait nous faire nous mouvoir psychiquement, j'entends, ne le fait plus. Par contre, on éprouve de l'angoisse parce que l'affect est toujours là. Et ce qui est souvent soit excessif, à ce moment-là c'est douloureux, soit c'est bienvenu, parce qu'il y a des fois où il faut effectivement être... si on n'a pas d'émotion, moi si on a de l'angoisse, ça nous réveille. Voilà, c'est un signal d'alarme, un peu comme une sonnette d'alarme. C'est grâce à l'affect que les gens qui ne ressentent plus peuvent quand même avoir une représentation de ce qui leur arrive. L'affect leur sert d'indice. Ils ont une sorte de recul par rapport à ce qu'ils vivent. Ça arrive. Et c'est souvent un témoignage que j'ai entendu. J'aurais dû ressentir quelque chose, je le ressentais pas. C'est-à-dire qu'ils sont coupés de leur corps, en quelque sorte, ou de leur, comme quelqu'un qui se verrait vivre, et qui serait dans une sorte d'espace contemplatif. Là, c'est plutôt un espace sensitif, mais aussi contemplatif. C'est-à-dire qu'ils disent, tiens, c'est marrant, je ressens pas, alors que je devrais ressentir, ça m'a fait drôle, ou ça peut aller jusqu'à la panique de ne pas ressentir quelque chose qui, normalement, aurait dû les affecter. On a des moments de division de la conscience. On a des moments où la conscience est parcellaire, il y a des moments où il y a des zones dans la conscience qui fait que on ressent pas et on comprend qu'on ne ressent pas, donc c'est pas simplement un tout ou rien. Les émotions ont donc une fonction essentielle, la survie. Elles nous servent de boussole, elles nous aident à nous orienter et à nous motiver à agir, à prendre soin de nous ou à communiquer avec notre entourage. C'est aussi un signal d'alerte. Je veux dire, c'est la preuve qu'on est vivant, c'est la preuve qu'on est en relation avec les autres, et que si on ressent ni de l'amour, ni de la haine, ni de l'intérêt, etc., on est un peu comme, je dirais, quelqu'un qui fait le mort. Et c'est quand même pas une situation enviable. Être trop indifférent, ça amène parfois à des effets secondaires, en quelque sorte, qui sont nuisibles, comme par exemple ne pas se préoccuper d'un certain nombre de choses dont on doit se préoccuper. C'est pour cette raison que sans l'accès à ces émotions, on peut être coupé de tout un pan de son rapport à soi et aux autres. Et ça modifie complètement la perception qu'on a de la vie. C'est le cas de Mylène, qui a l'impression que rien ne peut s'améliorer. Et ses proches ne savent pas comment l'aider. Je pense que ça n'a pas toujours été facile pour mes proches, que ça soit ma famille ou mes amis. Mais à cette époque-là, moi, j'étais incapable d'entendre quoi que ce soit. Tu sais pas où t'as mal, tu sais pas pourquoi t'as mal, tu sais pas où t'as mal. T'as pas de place disponible pour entendre quelque chose qui va faire dévier ta version des choses, en fait. C'est un peu le ressort de la motivation qui est cassé, et pas forcément, si vous voulez, au sens de l'émotion qui soit complètement coupée. En fait, le mécanisme, il est cognitif. C'est ce qu'on appelle l'impuissance apprise de Martin Seligman. Martin Seligman est un chercheur en psychologie américain. Il découvre le mécanisme de l'impuissance apprise en 1975. À force de constater qu'on n'a pas de contrôle sur une situation, que nos actions sont sans effet, on se démotive. Et cette démotivation se transforme en apathie, en déprime. On devient résigné. C'est-à-dire que, en fait, la dépression est modélisée de la manière suivante. C'est-à-dire que j'essaye une fois, j'essaye une deuxième fois, j'essaye plus. Je suis démotivée. Donc, tout était un peu à quoi bon ? À quoi bon, me laver, prendre soin de moi ? À quoi bon, ça ne sert ? Il n'y a plus une finalité à ça, puisque moi, j'ai majoré dans ma tête avec des schémas cognitifs qui sont devenus négatifs. J'ai amplifié le négatif, je l'ai majoré, je l'ai surgénéralisé. Donc, à quoi bon ? Pendant 1 an, Mylène est donc résignée au niveau émotionnel.
Mais sur le plan professionnel, sa carrière prend un tournant positif. C'est comme ça qu'elle retrouve petit à petit de la motivation et grâce à ce nouvel élan, ses émotions commencent à remonter à la surface. Mais c'est un chemin sinueux, compliqué et qui commence par une histoire d'amour. On est en 2016 et 5 ans après la rupture brutale qui a bouleversé sa vie, Mylène, sans l'avoir cherché, rencontre un nouvel homme. Avant lui, elle a eu d'autres histoires, mais elle n'est pas encore retombée amoureuse. Et dès le soir de leur rencontre, tout change. On était dans une petite rue à Montmartre, dans un petit bar dont j'ai oublié le nom. C'était l'anniversaire d'une amie. Et il se trouve que je vais fumer. Il pleuvait ce jour-là. Et il s'est passé quoi ? Il s'est passé que je suis sortie fumer une cigarette et du coup j'étais sous mon parapluie. Et lui aussi, et du coup il a atterri sous mon parapluie. On fume ensemble et on finit par s'embrasser. Il embrasse très bien. Ça par contre je me souviens, il embrasse très très bien. On avait une connexion, un truc très physique. On dort ensemble, on se réveille. Et on va faire un tour dans les passages des grands boulevards et tout, et on va boire un café. Et là, il me dit que qu'il vient de se séparer, que c'est dur, et qu'il n'avait pas pensé qu'il lui arriverait quelque chose comme ça là tout de suite. Et je me souviens qu'à ce moment-là, je lui dis « je t'aime bien ». Et il me répond « je t'aime bien, Mylène ». Et je crois que là, j'étais déjà là, vraiment, j'étais déjà amoureuse, tu vois. Ça faisait même pas 24 heures qu'on se connaissait. Mais je sais que lui aussi, en fait, c'est ça qui est fou, hein. Ça nous a terrassés tous les deux. Ça a été un coup de foudre. Mais un truc terrassant, voilà. Et où j'ai compris pourquoi on disait coup de foudre. Je me suis faite foudroyer. Mylène a donc perdu l'accès à ses émotions après une peine d'amour. Et c'est avec l'amour qu'elle a eu de nouveau la possibilité de ressentir pleinement. Pour Christine Barrois, ce phénomène n'est pas étonnant. S'il y a une volonté d'accéder à des émotions positives, voilà, qu'est-ce qui me fait plaisir, qu'est-ce qui me fait du bien ? Et de les expérimenter, finalement, est-ce que je peux ressentir quelque chose dans la physiologie ? Et aussi, cette physiologie, qu'est-ce qu'elle me dit de moi ? Moi, je pense que ça peut aider de se dire, voilà, tiens, j'ai ressenti quelque chose de positif, j'ai ressenti une émotion positive, je ressens de l'attachement, je ressens quelque chose qui me pousse à être en relation avec quelqu'un. Je pense qu'effectivement, ça ouvre en plus, c'est pas désagréable de tomber amoureux, donc je pense que c'est un émoi qui peut justement faire peut-être un peu moins peur vis-à-vis des autres. J'ai donc demandé à Mylène à quoi ressemblait cette première relation sérieuse, après n'avoir pas ressenti pendant longtemps. Elle m'a dit qu'elle était dans le trouble permanent, qu'elle n'arrivait plus à distinguer ses émotions. À ce stade, Mylène n'est plus concernée par l'anédonie. Elle souffre d'un autre trouble lié aux émotions. L'alexithymie. L'alexithymie est un mot qui a été inventé en 1972 par le psychiatre grec Peter Sifneos. En grec, a sert de préfixe privatif, c'est-à-dire qu'il permet d'indiquer l'absence de quelque chose. Lexus veut dire mot ou parole, et thymos, état d'esprit ou humeur. L'alexithymie désigne donc un trouble de la régulation des émotions. L'alexithymie, c'est un trouble psychiatrique ou psychologique qui est de dire que finalement, comme on a du mal à ressentir ou labelliser nos émotions, ce serait le corps qui parle davantage. Selon Christine Barrois, l'alexithymie est un processus de déni de ses émotions. Les personnes alexithymiques éprouvent des difficultés à identifier et à exprimer verbalement leurs émotions. Elles ont également du mal à faire la différence entre sensations et émotions, et elles ont tendance à se concentrer sur les aspects pragmatiques de la vie. L'alexithymie et l'anédonie sont voisines, mais la recherche en psychologie et en psychiatrie s'interroge encore. Les deux phénomènes sont-ils liés ? Et si oui, comment ? Est-ce qu'on n'arrive pas à identifier nos émotions parce qu'elles sont atténuées, voire complètement réprimées ? Ou est-ce que c'est l'inverse ? Est-ce que c'est parce que les émotions ont été réduites au silence qu'on n'arrive plus à les repérer ? Mylène est amoureuse. Et pourtant, elle n'est pas tranquille. Elle ressent de la suspicion. Elle a l'impression que son nouveau compagnon n'est pas complètement engagé dans leur relation. Mais elle n'accepte pas cette émotion-là et poursuit leur histoire. Elle
et son compagnon décident d'emménager ensemble. Jusqu'au jour où, à la signature du bail, cette suspicion la rattrape. Et en fait, il s'est passé un truc à la fois et extrêmement drôle et extrêmement dramatique. C'est qu'au moment de signer cet appartement, ça faisait 1 an et demi qu'on était ensemble. Et donc, on va déjeuner, un peu pour fêter ça. Et en fait, du coup, le mec me dit, en fait, ça va trop vite pour moi. Et là, en fait, si tu veux, je crois que ça a été un peu la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. C'est-à-dire que là, j'ai encore moins compris ce qui se passait. C'est-à-dire, j'étais tellement sous le choc, je me suis dit, mais c'est pas possible, c'est une blague, en fait. Ou alors, il aurait pu le dire il y a 1h15, ça aurait été quand même plus pratique pour tout le monde. Et là, après des années à ne pas ressentir, après des années d'anédonie, puis d'alexithymie, Mylène se retrouve submergée par ses émotions. Elle implose. Là, vraiment, j'étais dans un état de souffrance qui était beaucoup trop grand pour moi. Et là, vraiment, tu vois, j'ai ce souvenir de moi dans mon lit, donc dans cet appartement. Je pleurais, mais vraiment, je n'en pouvais plus de tristesse et de souffrance. Et là, la boîte de Pandore s'est ouverte, en fait. Mais littéralement, je l'ai vue s'ouvrir et je n'ai vu que du noir sortir, quoi. Donc, que de la tristesse, que de la douleur de ces dernières années donc d'avant, où en fait, finalement, à force de pas avoir exprimé ma tristesse ou mes sentiments sur d'autres sujets, donc ma rupture il y a 8 ans, le drame qui nous était arrivé, la souffrance de pas forcément avoir la vie à laquelle j'avais pensé pour moi, en fait, il y a eu un trop-plein. Mylène exprime enfin la tristesse qu'elle avait contenue. Mais à côté de cet affect, elle a du mal à mettre le doigt sur l'émotion qui la hante, et ça la bloque. Je comprenais juste que j'avais mal, donc si tu veux, à part l'insulter mentalement, envoyer son... Non, c'est un truc que j'ai fait ça. À part balancer son yucca du 4e étage, si tu veux. Un yucca, c'est une plante d'intérieur exotique. Voilà, où dans un accès, tu vois, de colère, de peine, le seul truc qui me restait de lui dans cet appartement, c'était le yucca, qui était moche d'ailleurs, de toute façon, que j'ai balancé par la fenêtre du 4e, quoi. Et ouais, non, je savais pas. Ouais, tu vois, même aujourd'hui, c'est difficile de te répondre parce que pendant 6 mois, j'ai pas vraiment su. Et puis, d'un coup, Mylène comprend. Ce qu'elle ressent, c'est de l'humiliation. C'est en parlant avec une collègue à l'époque avec qui on a déjeuné, et je l'ai énormément remerciée après ça. Elle m'a dit, mais tu sais, Mylène, t'as le droit de te sentir humiliée, en fait. Ce qui t'est arrivé, c'est humiliant. À partir du moment où, tu vois, j'avais compris que je me sentais humiliée, j'ai pu avancer. Parce qu'en plus, je me suis dit, mais imagine si je dis à mes amis que je me suis sentie humiliée, mais c'est la honte totale. Alors que mes amis, mais jamais ils se sont dit, mais Mylène, c'est trop la honte. Eux, ils se sont dit, mais à quel moment quelqu'un fait ça ? Et en fait, alors, eux, comme ils m'ont vu vivre le truc, ils étaient catastrophés. Ça a été une période assez intense où j'étais en psychothérapie. De toute façon, je vois pas comment j'aurais fait autrement, parce que là, je m'en sortais pas, quoi. Toute seule, je m'en sortais pas. Je faisais bonne figure à l'extérieur, mais en vrai, j'en menais quand même pas large. J'ai commencé à pouvoir ne serait-ce que pleurer. Ce qui n'avait pas été le cas, tu vois, parce que les 2 années dont je te parle, là où j'ai été anesthésiée, mais je pleurais pas, en fait. Je pleurais pas. Je rigolais pas trop non plus, d'ailleurs, mais je pleurais pas. Et donc, je pense que la première chose que j'ai faite, à partir du moment où j'ai ressenti un truc, ça a été de pleurer, mais de pleurer beaucoup, tu vois. Pleurer des années de malheur que j'avais pas pleuré avant, quoi. En mettant des mots sur ses émotions, Mylène se libère d'un poids. Ce n'est pas qu'elle ne ressentait absolument rien, ni que ses émotions avaient disparu. C'est plutôt comme si elles avaient été contenues sous une chape de plomb ou bien masquées par un brouillard épais. Un brouillard formé depuis de longues années, bien avant son déménagement à Paris. Vous vous souvenez quand le docteur Christine Barrois a expliqué que le fait de nier ses émotions est un mécanisme de défense. Elle précise aussi que les adultes qui ont tendance à bloquer leurs émotions ou qui ont du mal à les reconnaître sont souvent d'anciens enfants à qui on a appris à craindre, à mépriser ou à réprimer leurs émotions. Alors en grandissant, ils ont développé des stratégies. On apprend aux enfants à justement surmonter leur peur, on apprend aux enfants à réguler leur colère, ne serait-ce qu'apprendre à gérer ses colères et à respirer ou faire autre chose. Je pense que c'est un petit peu ça. Notre éducation fait aussi que la socialisation fait de nous des êtres qui avons un peu appris à les comprimer, nos émotions.
Par exemple, il peut y avoir une anecdote de l'enfance, la maîtresse de CE2 qui vous dit « Mais enfin, pourquoi est-ce que tu fais ça ? Parce que vous avez fait tomber un feutre. » Et vous pouvez vous dire je suis maladroite » ou quelque chose comme ça. On installe comme ça des croyances sur soi. Et du coup, on installe des comportements compensateurs. Une maman qui vous dit t'es grosse ou quelque chose comme ça, et ça peut endurcir la personne à qui on dit ça, il faut que je fasse très attention à ma ligne et que ça devienne un comportement tout le temps. Et par rapport à une émotion, ça peut être un garçon à qui on dit les garçons ne pleurent pas. Du coup, à ses dépens, il apprend à ne plus pleurer. C'est justement le cas de Mylène, qui a grandi dans une famille dans laquelle on exprimait peu ses émotions. Mais pour les personnes comme elle, à qui on n'a pas appris à exprimer leurs émotions pendant l'enfance, tout n'est pas perdu. Car l'apprentissage des émotions peut avoir lieu à l'âge adulte. Il y en a qui ont envie d'apprendre. À ce moment-là, on peut leur apprendre, justement, même au moyen, ne serait-ce que de vocabulaire sémantique ou de petites choses comme, on leur fait écouter un son, par exemple, un enfant qui rit, qu'est-ce que ça suscite ? Et peut-être que si on commence par les émotions positives, comme la joie, ou la jubilation, ou l'excitation du succès, ou les choses comme ça, déjà, on peut déjà partir là-dessus et ensuite se dire, dans les événements désagréables, qu'est-ce que ça me fait ? Mais dans la physiologie de l'émotion, peut-être que plus que de labelliser l'émotion, mais en tout cas dans la physiologie de qu'est-ce que ça fait dans mon corps, quand j'écoute ça, qu'est-ce que ça me fait ? Comment est-ce que vous savez que vous êtes assise sur la chaise ? Vous êtes obligé de vous couper un petit peu et de commencer à avoir un peu d'intériorité. C'est comme ça qu'on procède, un tout petit peu par tout petit peu. Une fois qu'on prend conscience d'une situation, comme s'asseoir sur une chaise par exemple, on peut interpréter cet événement. Cela suscite en nous une émotion qui provoque à son tour une réaction physiologique. Mais c'est surtout le fait de pouvoir nommer cette réaction qui ouvre les possibles. Et dans le cas de Mylène, l'apprentissage de la verbalisation des émotions s'est fait grâce à un lexique. Quand je la rencontre chez elle pour la première fois, avant de commencer l'entretien, elle me tend une chemise en plastique transparente vert bouteille. À l'intérieur, il y a des émotions écrites sur plusieurs feuilles A4. Affolement, chagrin, effroi, fierté. Le lexique contient en tout plus de 800 termes. En fait, c'est un peu comme si, tu vois, on te donne des clés et on te dit, tu vois, la vie, finalement, t'as pas que 2 outils pour y arriver, mais t'en as plein d'autres. Un peu comme on exercerait un muscle, avoir à portée de main un outil qui montre l'immense variété des émotions stimule la capacité à les exprimer de façon spécifique. C'est ce qu'on appelle la granularité émotionnelle. Alors très concrètement, en thérapie cognitive et comportementale, en fait, on essaye justement d'avoir une granularité un peu dans le vocabulaire. Et du coup, quand j'ai ce vocabulaire-là, qu'est-ce que ça fait dans mon corps ? Quand il y a tel événement, et vraiment de le serrer, même ses devoirs à la maison. Hein. Il y a ses papiers-crayons, avec un événement, avec qu'est-ce que je me suis dit pour ressentir ça, qu'est-ce que ça peut être l'émotion à prendre dans une liste, et puis ensuite, la physiologie, qu'est-ce que ça dit de moi dans la physiologie ? Alors, est-ce que j'ai des petites bulles ? Est-ce que j'ai un flush vers le haut du corps ? Est-ce que je sens des papillons dans le ventre si je vois mon amoureux ? Ou parce que quand il y a du désir, on est un peu gêné ou un peu, au contraire, presque gelé. Enfin, freeze, c'est le mot anglais qui me vient. Il y a différentes choses comme ça qu'on peut un peu labelliser. Et on fait des devoirs à la maison un peu de manière très concrète. Pour ne pas seulement arriver à verbaliser ses émotions, mais savoir aussi qu'elles ont été réprimées, mettre un mot sur le trouble dont on a été atteint peut jouer un rôle important. C'est pour ça qu'en 2016, quand Mylène découvre par hasard le terme alexithymie dont on a parlé tout à l'heure, elle ressent un grand soulagement. Et progressivement, ses émotions gagnent en nuances. La douleur, petit à petit, a fini par se résorber. Elle a fini par se résorber parce que j'ai pu aussi j'ai pu mettre un sens, j'ai pu enfin, en fait, finalement, alors avant de trouver un sens, j'ai déjà pu mettre un mot sur ce que je ressentais. Donc, le fait de réussir à bien nommer les choses, bizarrement, ça a commencé à m'apaiser. Bon, ça a commencé très blanc et noir, c'est-à-dire je suis heureuse, je suis très très malheureuse. Voilà. Mais c'était déjà un bon début. Et puis après, en ce moment, je me sens pas bien, je me sens épuisée, je me sens exténuée. Et puis petit à petit, je me sens
que fatiguée. Je suis plus dans la haine, je suis dans la colère. Je suis plus dans la colère, je suis dans l'agacement. Je suis plus dans l'agacement, je suis dans l'étonnement. Et puis une fois, tu vois que tu commences à re-escalader un peu les marches une à une et que tu recommences à trouver une espèce de... Alors, encéphalogramme plat, honnêtement, non. Mais une fois que tu recommences à retrouver quand même des moments où il commence à y avoir du plaisir, où tu te réconcilies un peu avec toi-même, à partir de ce moment-là, tu peux commencer à mettre du sens sur ce qui t'est arrivé. C'est le premier pas. On nomme, donc on se reconnaît, on n'a pas l'impression d'avoir été à éprouver quelque chose que les autres n'éprouvent pas. On se sent, c'est quelque chose qui existe, c'est quelque chose qui est nommé, donc qui peut entrer dans un discours entre guillemets médical, scientifique ou partagé. On peut aller dans les forums, on peut aller sur Internet. Il y a des gens qui ont éprouvé la même chose. Ça donne un sentiment quand même de socialité, justement par rapport à quelqu'un qui a été dans sa bulle. Ça peut être un moment très important. Après, ça dépend de chacun. Il y a des gens à qui ça suffit, éventuellement, ils se disent, bon voilà, j'ai eu ça, puis je vais rester avec ça, et puis maintenant je l'ai plus. Puis d'autres qui disent, bon bah finalement, qu'est-ce qui m'est arrivé? Bon, ça s'appelle comme ça, mais pourquoi moi j'ai eu ça? Et du coup, j'ai envie de savoir, et ils rentrent dans un processus qu'on peut appeler d'investigation ou d'analyse, entre guillemets. Ils ont envie de parler, et à ce moment-là, bah pourquoi pas recueillir leurs paroles et les aider à élaborer et de trouver les raisons. Dans le cas de Mylène, ce processus d'investigation a été bénéfique. Il lui a permis de développer une capacité profonde à éprouver de la joie et de la sérénité. Aujourd'hui, tu vois, la vie est cool, puis tout me fait plaisir. C'est-à-dire, tu vois, là, j'ai ma tasse de thé, dedans, je mets du miel, ça me fait plaisir. Je me suis acheté des chouettes trucs à manger, ça me fait plaisir. J'ai retrouvé l'appétit de la vie que j'avais il y a 10 ans et qui m'a énormément manqué. Et en tout cas, j'ai senti pendant toute la période où j'allais pas bien. J'ai combattu ce malheur tant que j'ai pu. Et après, quand je l'ai accepté, bah, du coup, j'ai commencé à aller mieux. Donc, tu vois, c'est un peu bizarre aussi, finalement. Mais ouais, voilà, j'ai retrouvé cette soif de vie qui m'avait manqué, mais une soif de vie apaisée et une soif de vie où j'ai atteint mes limites. L'absence d'émotions qui caractérise l'anédonie et l'alexithymie ne sont donc pas des phénomènes irréversibles. Comme Mylène, vous ne ressentez peut-être pas toujours comme vous avez l'impression de devoir ressentir. Ou comme moi, vous doutez peut-être parfois du nom de l'émotion que vous ressentez. Mais rassurez-vous, nous ressentons toutes et tous des émotions. Et rien ne vous empêche d'aller creuser en vous-même ou de vous rédiger une liste d'émotions pour les moments de doute. Vous venez d'écouter Émotion, un podcast de Louis Média. Suivez-nous sur Instagram et sur Twitter @émotionpodcast. Émotion avec un S. Vous y trouverez nos recommandations de lecture sur les émotions. Maëlle Diallo, Hortense Chauvin et Wendy Lenéillon ont participé à la conception de cet épisode. Charlotte Pudlowski et moi-même étions à la rédaction en chef et à la production. Nicolas Vert a assuré la création sonore, Tristan Mazir l'enregistrement et Jean-Baptiste Aubonnet le mixage de cet épisode. Nicolas Degélis a composé la musique et Jean Mallard a réalisé l'illustration. Merci évidemment à toutes nos interlocutrices et à tous nos interlocuteurs de nous avoir accordé de leur temps. Vous pouvez retrouver leurs œuvres et leurs références sur notre site louismedia.com. Émotion, c'est un lundi sur 2, là où vous avez l'habitude d'écouter vos podcasts. iTunes, Google Podcasts, SoundCloud, Spotify ou YouTube. Vous pouvez aussi nous laisser des étoiles et nous laisser des commentaires. Et si ça vous a plu, parlez de l'émission autour de vous. Et s'il vous est arrivé une histoire forte en lien avec une émotion, n'hésitez surtout pas à nous écrire à hello@louismedia.com. À bientôt!